Bien, bonjour à tous. Je suis heureux de vous accueillir pour ces 2 journées consacrées à une réflexion sur les notions de globalisation et de mondialisation, et placées sous l'égide de Simone Veil, cette jeune femme hors du commun qui a laissé une œuvre fulgurante, un des esprits les plus étonnants du XXe siècle, qui est morte à 34 ans. Alors, je ne vais pas vous parler de Simone Veil beaucoup dans cette introduction, mais essayer de vous montrer, de vous dire quelle est l'idée qui a procédé à la réunion que nous tenons aujourd'hui et demain. Pour, si je puis dire, emballer les temps présents, il y a un mot valise qui est le mot de globalisation. Et ce mot est apparu au début du XXe siècle sous la plume d'un biologiste belge, Ovide de Crowley, pour désigner une fonction cognitive, la fonction de globalisation, qui consiste à appréhender la réalité dans son ensemble et en acquérir ainsi une connaissance première qui s'affine peu à peu en structures plus fines. Et la découverte de cette fonction de globalisation est à l'origine de la méthode globale par laquelle on apprend à lire aux enfants sans qu'ils aient à reconnaître les différentes lettres et syllabes composant les mots de la langue. Et c'est seulement à la fin du XXe siècle et lors du tournant néolibéral que la globalisation a pris son sens actuel de processus historique d'extension à l'échelle du globe terrestre de la libre circulation des capitaux, des marchandises et des technologies de l'information, ainsi que de l'intégration corrélative des peuples et des cultures. Mais l'idée de ce processus d'intégration a été avancée dès le début des années 60 par McLuhan, le théoricien des technologies de l'information et de la communication, qui le premier décrivit notre planète comme un village global. McLuhan dit avoir été lui-même inspiré par le concept de noosphère développé quelques années plus tôt par Teilhard de Chardin, selon lequel, je cite ici Teilhard, grâce aux prodigieux événements biologiques représentés par la découverte des ondes électromagnétiques, chaque individu se trouve désormais activement et passivement, simultanément présent à la totalité de la mer et des continents, coextensifs avec la Terre. Fin de citation. La globalisation a ainsi servi à marier l'irruption des nouvelles technologies d'information et de communication avec la croyance religieuse en un sens de l'histoire qui portait Teilhard. Dans cette acception nouvelle, la globalisation conserve toutefois quelque chose de sa signification cognitive originelle. C'est toujours un processus de découverte d'un sens déjà présent, la révélation d'une vérité qui s'impose à nous. Autrement dit, la globalisation s'inscrit dans la philosophie de l'histoire propre à l'Occident, qui donne à cette histoire un sens orienté et linéaire, en l'espèce celui d'une conversion du monde entier aux forces du marché et aux valeurs occidentales. Ces forces seraient celles d'une destruction créatrice d'abord observée sur un mode critique par Marx, avant d'être identifiée par Schumpeter comme la marque distinctive du capitalisme et le moteur d'un progrès perpétuel. Moteur de la globalisation, la destruction créatrice ne concerne pas seulement les biens matériels, mais aussi les biens symboliques, au premier rang desquels le droit. En régime de globalisation, si vous me permettez cette expression, le droit cesse d'être le cadre stable au sein duquel se déploie l'activité humaine pour devenir lui-même
l'objet d'un processus de sélection des règles et des institutions les plus aptes à donner l'avantage dans la compétition économique permanente. La seule règle commune à tous les peuples de la Terre serait l'obligation, il se trouve, de rejoindre et, si possible, de surpasser les performances normatives des autres dans un mouvement sans fin de ce qu'on nomme le benchmarking. Grâce à ce processus de révolution permanente, nous serions en marche vers une convergence de l'humanité appelée à partager de plus en plus les mêmes références juridiques et culturelles dans une langue qui tendrait elle-même à l'uniformité. La globalisation porte donc à son point extrême la dynamique du capitalisme, dont le propre est de priver la vie humaine de toute garantie de sécurité et de stabilité. Le propre de notre situation, écrivait ainsi Ernst Jünger en 1932, méditant les leçons de la Première Guerre mondiale, consiste en ceci que la contrainte du record règle nos mouvements et que le critère de performance minimale qu'on réclame de nous accroît l'ampleur de ces exigences de façon ininterrompue. Ce fait interdit totalement que la vie puisse, en quelque domaine que ce soit, se stabiliser selon un ordre sûr et indiscutable. Le mode de vie ressemble plutôt à une course mortelle où il faut bander toutes ses énergies pour ne pas rester sur le carreau. » Fin de citation. C'est à la même époque que Simone Veil fit l'expérience de ce mode de vie en s'engageant comme ouvrière aux usines Alstom. Cette époque est aussi celle de la crise de 29, du chômage de masse, de l'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne, tous événements qui allaient précipiter le monde dans les massacres déments de la Seconde Guerre mondiale. Témoin aussi passionné que lucide de ces enchaînements mortifères, Simone Veil nous a laissé une œuvre fulgurante qui, dans ses excès mêmes, est propre à éclairer les temps présents. Si en effet le contexte dans lequel elle s'est interrogée a radicalement changé, les questions abordées dans son œuvre sont plus que jamais d'actualité. Ainsi, écrit-elle, dans les formes les plus élevées de la condition ouvrière, il y a quelque chose de singulièrement instable. Elle comporte peu de sécurité. Autour d'elle, les flots de la misère générale agissent comme une mer qui ronge les îlots. Les pays où les travailleurs sont misérables exercent par leur seule existence une pression perpétuelle sur les pays de progrès social pour y atténuer ces progrès. Et sans doute, la pression inverse s'exerce aussi, mais apparemment beaucoup plus faible, car la première a pour mécanisme le jeu des échanges économiques et la seconde, la contagion sociale. Fin de citation. De même que, lors d'un violent tremblement de terre, on n'est guère enclin à danser, mais plutôt à se recroqueviller, de même l'insécurité généralisée des conditions de la vie humaine suscite en retour des crispations et réflexes de survie avec leur cortège de violences xénophobes, d'appel à l'homme fort qui saura nous protéger et nous rendre confiance en nous-mêmes. Devons-nous choisir entre, d'une part, ce réflexe de repliement et de fermeture, et d'autre part, l'adhésion sans réserve à la globalisation, c'est-à-dire à un monde sans limite stable, où la seule loi qui vaille est celle de la révolution permanente et de la destruction créatrice. L'un des services que nous rend la lecture de Simone Veil est de ne pas nous laisser enfermer dans ce faux dilemme entre ouverture et fermeture, progressisme et passéisme. La clé qu'elle nous donne pour échapper à ce piège est son concept de milieu vital qui, loin d'opposer le besoin d'enracinement et d'ouverture, le sens de la limite et celui de la liberté, en révèle au contraire le caractère indissociable. Les échanges d'influence entre milieux très différents, écrit-elle, ne sont pas moins indispensables que l'enracinement dans l'entourage naturel. Mais un milieu déterminé doit recevoir une influence extérieure non pas comme un apport,
mais comme un stimulant qui rende sa vie propre plus intense. Il ne doit se nourrir des apports extérieurs qu'après les avoir digérés, et les individus qui le composent ne doivent les recevoir qu'à travers lui. Quand un peintre de réelle valeur va dans un musée, son originalité en est confirmée. Il doit en être de même pour les diverses populations du globe terrestre et les différents milieux sociaux. De même, il est tout aussi absurde de croire le futur inéluctable que le passé révolu et d'opposer l'un à l'autre, car toujours le futur de l'homme se construit avec l'héritage du passé, ce que Simone Weil appelle des gouttes de passé vivant. Et c'est la dernière citation, mais lorsqu'on se met à lire Simone Weil, on a envie de se taire pour simplement la lire. Dans cette situation presque désespérée, on ne peut trouver ici-bas, écrit-elle, de secours que dans les îlots de passé demeurés vivants sur la surface de la Terre. Ce sont les gouttes de passé vivant qui sont à préserver jalousement partout, à Tahiti ou à Paris indistinctement, car il n'y en a pas trop sur le globe entier. Il serait vain de se détourner du passé pour ne penser qu'à l'avenir. C'est une illusion dangereuse de croire qu'il en est même la possibilité. L'opposition entre l'avenir et le passé est absurde. L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner notre vie elle-même. Mais pour le donner, il faut posséder, et nous ne possédons d'autre vie, d'autre sève, que les trésors hérités du passé, digérés, assimilés, recréés par nous. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé. Le problème n'est donc pas de choisir entre globalisation et repliement national, mais de bâtir un ordre juridique solidaire et respectueux de la diversité des peuples et des cultures. Cette perspective tierce, la langue française, nous offre un mot pour la nommer, avec la distinction qu'elle autorise entre globalisation et mondialisation. Mondialiser, au sens premier de ce mot, où monde s'oppose à immonde, comme en grec cosmos s'oppose à chaos, consiste à rendre humainement vivable un univers physique, à faire de notre planète un lieu habitable. Autrement dit, mondialiser consiste à maîtriser les différentes dimensions écologiques, sociales et culturelles du processus de globalisation. Et cette maîtrise requiert en toute hypothèse des dispositifs de solidarité qui articulent les solidarités locales et nationales aux solidarités nationales aux solidarités locales ou internationales. Notre colloque aura donc pour objet d'explorer le concept de mondialisation ainsi distingué de celui de globalisation. Guidé par les lumières et les ombres de la pensée de Simone Weil, cette exploration se déroulera en 4 temps. Elle portera tout d'abord ce matin sur la question de notre écoumène, condition première de notre milieu vital. Mentionnée en passant par Simone Weil, cette question écologique est devenue primordiale avec l'accélération d'une destruction de ce milieu vital dont on peine à voir la dimension créatrice et qui, avec l'accord de Paris, a vu surgir les linéaments juridiques de nouvelles formes de solidarité à l'échelle du globe. Cet après-midi, nous aborderons la question de la confrontation des civilisations. Je dis confrontation, un de mes chers amis et collègues de cette maison, Jean-Noël Robert, a trouvé un autre mot qui me paraît bien meilleur, il l'appelle un concert des civilisations. Retrouvons ainsi ce vieil appel à l'harmonie qui est à l'origine de la pensée juridique. Donc, nous abordons cette question du concert ou de la confrontation des civilisations qui a été abordée à de multiples reprises par Simone Weil, tant du point de vue de l'entreprise coloniale européenne que de la confrontation des cultures européennes et nord-américaines, cette dernière étant perçue par elle comme le moteur de nouvelles formes de déracinement à l'échelle de la planète. Demain matin, nous nous interrogerons presque un siècle après Simone Weil sur les conditions d'un travail non servile. Question centrale qui éclaire toutes les autres. Elle se pose aujourd'hui dans un contexte économique et technologique très différent,
mais ces enjeux d'humanisation ou de déshumanisation donnent une actualité nouvelle aux réflexions de Simone Veil sur ce qu'elle appelait la rationalisation du travail. Enfin, nous aborderons demain après-midi la question des bons et mauvais usages du droit, à partir notamment du court texte intitulé « La personne et le sacré », dans lequel Simone Veil se livre à une critique impitoyable du juridisme et du primat donné au droit subjectif sur les obligations. Je ne saurais trop remercier tous les collègues qui ont répondu présents à mon invitation à participer à cette réflexion collective. La tâche n'était pas simple, de se plonger dans l'œuvre exigeante de Simone Veil pour y puiser les éléments propres à éclairer les temps présents. Et je les remercie également d'avoir bien voulu accepter de présenter leurs réflexions dans un temps assez court pour laisser place à discussion entre eux et avec nos auditeurs, que je remercie d'être venus nombreux.